Depuis la fin de la guerre froide, un véritable partenariat s'est formé entre la Russie et la Chine. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 30% entre 2005 et 2006, mais ces deux pays sont-ils pour autant des partenaires? Leurs relations, en fait, sont ambivalentes et je vous propose de les décrypter. La Russie est le plus grand État au monde en superficie. Elle s'étend sur plus de 10 000 km d'ouest en est. Et on oublie souvent, vu d'Europe, qu'elle est aussi voisine de la Chine, avec une frontière commune qui court depuis la Mongolie jusqu'au Pacifique sur 4 300 km de long. Les relations entre ces deux États sont évidemment très anciennes et elles remontent à la première rencontre entre Russes et Chinois dans le bassin du fleuve Amour à la fin du XVIIe siècle, lorsque la Chine des Qing arrête l'expansion russe en Asie, et ce pour presque 2 siècles. Au XIXe siècle, Moscou profite de la faiblesse de l'État chinois pour annexer les territoires chinois au nord du fleuve Amour. Au XXe siècle, il y a évidemment le rapprochement des partis communistes soviétiques et chinois, et ce bien avant la prise du pouvoir par Mao en 1949. Mais dès les années 60, l'URSS de Khrouchtchev et la Chine de Mao deviennent plus rivaux qu'alliés. En fait, les relations entre Pékin et Moscou ne redémarrent vraiment qu'après la fin de l'URSS. En 1996, un partenariat stratégique est signé entre les deux États, complété en 2001 par un traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage. Alors, quels sont exactement les intérêts de chacun de ces États? D'abord, ce partenariat a mis fin en 2004 à 2 contentieux frontaliers. Rapprochons-nous. Le premier contentieux concerne les îles Bolchoï et Menkelesi sur la rivière Argoun. Elles ont été léguées par traité par la Chine à la Russie début XIXe siècle et Moscou les restitue à Pékin par l'accord de 2004. Le second litige porte sur les 2 grandes îles de Bolchoï ou Sourisky et Tabarov sur le fleuve Amour. La négociation de 2004 a débouché sur l'accord suivant. La Russie a cédé à la Chine l'île de Tabarov et la partie ouest de l'île Bolchoï ou Sourisky, alors que Pékin la revendiquait dans sa totalité. Mais cela représente aussi une concession de la part de Moscou, puisque pour la Russie, ces îles font tampon entre la ville militaire russe de Khabarovsk et la Chine. Le règlement de ces contentieux frontaliers marque donc une avancée dans le rapprochement entre ces deux États. Au niveau économique, les relations russo-chinoises concernent surtout les ventes d'armes et le secteur énergétique. La Russie est le 2e exportateur de pétrole et de gaz au monde, donc à ce titre, la Chine, 4e puissance économique mondiale, est intéressée car elle a de gros besoins en énergie. Et en 2006, 4 accords ont été signés entre les deux pays dans le domaine énergétique. L'un concerne le prolongement vers la Chine de l'oléoduc en construction entre Taichet et Svorodino, avec une option vers Narodka. Le deuxième accord prévoit la construction de 2 gazoducs vers la Chine, l'un par l'ouest, depuis les gisements de Sibérie occidentale jusqu'à Urumqi, pour ensuite approvisionner le reste du pays grâce au réseau chinois. L'autre gazoduc passe par l'est. Il devrait fournir à la Chine le gaz exploité sur l'île de Sakhaline et en Iakoussie via Vladivostok. Les 2 autres accords concernent la fourniture directe d'électricité à la Chine, plus des projets de joint venture dans le pétrole. Les ventes d'armes constituent, elles, le 2e secteur d'échange entre les deux pays. Depuis 2000, la Chine est le premier importateur d'armes au monde, avec un budget militaire en croissance, et la Russie lui fournit 93% de ses armes. Entre 1992 et 2004, Pékin a ainsi acheté navires de surface, sous-marins, avions de chasse, radars, missiles russes. La Russie vend également du bois, des métaux, des minerais à Pékin, qui en retour exporte vers la Russie produits alimentaires et produits d'équipement, y compris environ 50 000 voitures chinoises en 2007. Entre 2000 et 2006, les échanges sont passés de 8 à 28 milliards de dollars. Maintenant, 2e volet du partenariat sino-russe, le volet stratégique. Changeons d'échelle.
En fait, le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie traduit une analyse convergente de leur politique extérieure, à savoir le maintien d'un monde multipolaire face à l'unilatéralisme américain. La Chine et la Russie sont toutes deux puissances nucléaires, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité, et elles cherchent depuis la fin de la guerre froide à maintenir un équilibre stratégique mondial en s'appuyant sur l'ONU pour gérer les affaires internationales. Les deux États ont organisé en 2005 dans la péninsule du Shandong un exercice militaire commun qui voulait montrer leur capacité à rétablir l'ordre sous mandat des Nations Unies dans un État fictif en proie à un conflit ethnique. L'exercice était un message envoyé aux États-Unis qui dominent militairement la zone Asie-Pacifique. L'Organisation de coopération de Shanghai, qui avait été créée en 1996 par la Chine et la Russie avec les États d'Asie centrale, agit de plus en plus en réaction à l'influence des États-Unis dans la région depuis les attentats de septembre 2001. Et lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai de juin 2005, la principale décision a été une déclaration sur la durée du stationnement des bases américaines en Asie centrale. Et d'ailleurs, l'Ouzbékistan a fait fermer, fin 2005, la base de Karchi-Khanabad, qui était louée aux États-Unis depuis fin 2001. Alors on le voit, il y a donc des convergences d'intérêts économiques, des convergences stratégiques entre Pékin et Moscou, mais ce partenariat, en fait, est déséquilibré, car il y a une grande méfiance mutuelle. D'abord, même si les échanges commerciaux ont triplé entre 2000 et 2006, la Russie reste un partenaire économique mineur pour la Chine, loin derrière les États-Unis et le Japon. Ensuite, les exportations russes restent dominées à 90% par les matières premières, alors que Pékin exporte en Russie une grande variété de produits manufacturés. Moscou craint une augmentation de sa dépendance économique vis-à-vis de Pékin et que son territoire asiatique soit transformé en réserve de ressources naturelles pour la Chine. Le deuxième déséquilibre est démographique. À l'échelle nationale, 143 millions de Russes et 1,3 milliard de Chinois. Et le long de cette frontière commune, la carte montre bien la différence de densité de population. L'extrême-orient russe compte 7 millions d'habitants, alors que les provinces frontalières chinoises comptabilisent, elles, 110 millions d'habitants. Et cette situation fait craindre en Russie une colonisation chinoise de ces régions orientales. Et ce, d'autant plus que ces régions ne sont russes que depuis le milieu du XIXe siècle. Et d'ailleurs, dans le livre de classe chinois, les élèves continuent d'apprendre qu'ils ont été dépouillés, je cite, de 1 million de kilomètres carrés par la Russie tsariste. En fait, il semble que les migrants chinois ne soient en réalité que 50 000 à travailler en Russie, mais cette présence est instrumentalisée par la presse russe et par certains politiques. Et d'ailleurs, face à la baisse de la natalité en Russie, ces migrants ne sont-ils pas en fait devenus indispensables ? Et puis au niveau stratégique, Pékin a pu constater à plusieurs reprises les limites de la solidarité de Moscou. Premier exemple, lorsque Moscou s'oppose à la vente à Pékin de technologies militaires sensibles. Ou bien encore, après le 11 septembre 2001, alors que Pékin s'intéresse aux républiques d'Asie centrale pour des raisons énergétiques, Moscou y autorise le déploiement de forces américaines et de l'OTAN. Voilà, ces deux pays aspirent donc à être des puissances mondiales et ont des vues convergentes en politique étrangère sur des dossiers sensibles comme l'Iran, le Kosovo, la Birmanie ou encore le Darfour. Alors, vu de Moscou, les relations avec Pékin apparaissent complémentaires des relations avec les États-Unis ou avec l'Europe et elles sont souvent instrumentalisées à cet effet. Et vu de Pékin, ces relations permettent à la Chine d'assouvir ses besoins énergétiques tout en renforçant sa place de puissance régionale et mondiale. La menace chinoise, entre guillemets, est avant tout politique, c'est-à-dire l'émergence de Pékin comme acteur global des décisions internationales. Et pourtant, la doctrine militaire russe continue de considérer un conflit avec la Chine comme un risque possible à l'Est. Alors on le voit, ce partenariat sino-russe repose sur des intérêts bien compris et non pas sur des valeurs partagées. Vous pouvez lire utilement Moscou et le monde, dirigé par Anne de Tinguy, aux éditions Autrement.